nous avons invité Pierre Urmic, maire de Bordeaux, président de l'EPA. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur. Alexandre Villatte, qui est le directeur général par intérim de l'EPA. Bonsoir. Gabriel Poinfoulot, qui est le directeur général adjoint. Bonsoir. Et Joël Ornagui, chargé de mission à l'EPA. Bonsoir. Cette réunion publique est organisée par l'EPA. C'est une réunion publique qui s'inscrit dans une démarche volontaire, voulue par l'EPA. C'est la 3e réunion publique sur ce thème. En effet, compte tenu du contexte sanitaire, l'EPA a fait le choix d'organiser une série de rencontres physiques. C'était le cas mardi et mercredi dernier. Il y aura une 3e réunion physique samedi matin. Et ce soir, nous sommes en visio pour permettre au plus grand nombre de participer et de contribuer à cette démarche de concertation. Donc je le disais, nous sommes en direct. Vous êtes presque ou plus de 150 personnes inscrites et participantes. C'est pour que chacun puisse contribuer et poser les questions. Nous avons détaillé quelques modalités. Les modalités sont les suivantes. D'abord, vous avez la possibilité sur votre écran, sur la partie droite de votre écran, de formuler des questions et de les envoyer. Ces questions sont collectées ici, elles sont traitées, elles me sont transmises et je serai votre intermédiaire pour interpeller, interroger chacun d'entre vous. Pour que le plus grand nombre de questions puissent être posées et traitées ce soir, nous vous proposons de les regrouper par thématique, de manière à ce qu'effectivement nous puissions les traiter de manière large. Et puis pour toutes les questions qui n'auront pas été traitées, la proposition vous est faite de toute manière de transmettre vos questions. Elles seront traitées, analysées, les réponses seront portées et vous les retrouverez sur le site de l'OPA. L'objet de ces 4 réunions, dont celle-ci, c'est de présenter de façon globale les grands enjeux de la zone d'aménagement Saint-Jean-Belsier. Donc il s'agit de comprendre le périmètre, les tenants, les aboutissants, le calendrier. Il s'agit de mesurer les enjeux et puis bien évidemment, je le disais, de recueillir les questions et de vous répondre, aux questions que vous pouvez vous poser. C'est une première série de rencontres. Cette première série de rencontres sera suivie d'une séquence de réunions sur chacun des secteurs de projet. Pour le dérouler, je vous propose tout de suite que l'on aborde directement cette réunion publique. Et donc, nous avons découpé la réunion en 2 grands temps. D'abord, nous allons commencer peut-être par une présentation générale sur le rôle d'Euratlantique et son intervention sur le territoire, et puis sur la ZAC Saint-Jean-Belsier, les grandes évolutions depuis le 2013. Nous ferons une pause à ce moment-là pour pouvoir permettre effectivement de recueillir et de répondre aux questions qui nous seront posées. C'est dans un premier temps. Et puis dans un second temps, nous ferons un zoom sur les secteurs de projet et nous permettrons aussi de recueillir les questions et de répondre à chacune des questions. Voilà pour les consignes générales de présentation et de fonctionnement. Pour respecter les consignes sanitaires, nous avons convenu d'un protocole entre nous. Seul l'orateur peut enlever son masque. L'idée, c'est que chacun d'entre nous reste masqué. Moi, j'ai cette chance d'être un peu distant de vous, donc je m'autorise effectivement le fait de ne pas porter ce masque en permanence. Je vais tout de suite donner la parole à Pierre Urmic, maire de Bordeaux, pour un propos introductif pour démarrer cette réunion publique. Monsieur le maire, vous avez la parole. Très bien, écoutez, je vous remercie. Je veux d'abord vous dire, en débutant ces propos introductifs, que je suis heureux d'être avec vous ce soir pour cette concertation sur la ZAC Saint-Jean-Belsier. Naturellement, j'aurais préféré que cette discussion, cette rencontre, cette concertation puisse avoir lieu en direct avec vous, en présentiel. Mais bon, la crise sanitaire que nous traversons rend impossible ce type de rencontre et nous sommes les uns les autres tenus de nous y adapter. Pour autant, le dispositif de visioconférence va nous permettre d'avoir connaissance de toutes vos questions en direct et de vous répondre au maximum. On ne pourra peut-être pas répondre d'ailleurs à toutes les questions, mais je sais que l'EPA aura pour souci d'y répondre, même après la réunion, aux questions auxquelles une réponse n'aura pas pu être apportée dans le cadre du temps de débat qui nous est imparti. Alors, cette réunion est la troisième de cette semaine. Il y en aura une 4e ce samedi en présentiel avec notre maire de quartier Olivier Cazot. Elle porte sur le quartier Saint-Jean-Belsier au global.
pour faire un point d'avancement du projet de l'OIN et préciser les îlots soumis à la concertation qui ne sont pas encore des coparties et qui vont pouvoir être orientés en fonction des demandes de la nouvelle équipe municipale, bien sûr, mais aussi des demandes des habitants, des demandes exprimées pendant cette concertation. Il y aura ensuite, après les vacances scolaires, donc entre fin février et mars, sous-quartier par sous-quartier, entre 4 et 8 ateliers de travail qui permettront de partager les plans, des hypothèses de projet, afin que chacun d'entre vous puisse proposer ses idées et exprimer ses besoins. C'est, je crois, très important que chacun puisse participer à la construction des projets restants au sein de cette ZAC. J'ai donc tenu à ce qu'un grand nombre de réunions et d'ateliers vous soient proposés. Si besoin, notamment du fait des contraintes sanitaires, la durée de la concertation pourra parfaitement être allongée pour pouvoir vraiment prendre le temps de ces échanges. Bon, je suis donc là ce soir, ici, principalement pour vous écouter. Vous sachez que vous pouvez compter sur moi pour être vigilant sur les orientations nouvelles que prendra ce projet de l'OIN, et la place des espaces verts, les équipements sportifs, les services d'association des habitants, sont, je le sais, des attentes fortes des habitants, mais aussi de notre nouvelle équipe municipale. Je sais que vous êtes très en demande donc sur ces sujets, donc je laisse la parole à Alexandre Villa, directeur de l'EPA, pour une présentation globale et pour commencer à répondre à vos questions. Je vous remercie. Monsieur Villa, je vous passe la parole. Je vous remercie, Monsieur le maire et Monsieur le président de l'établissement. Je remercie également tous ceux qui sont présents. Je remercie également tous ceux qui sont présents derrière leurs écrans et qui participent à cette concertation, ainsi que les personnes qui sont venues lors des 2 dernières réunions, ces 2 derniers jours. Bien entendu, on a conscience des conditions difficiles dans lesquelles s'établisse cette concertation. Monsieur le maire l'a rappelé, l'état d'urgence dans lequel nous nous situons nous oblige à nous adapter. Le moyen de projection de ce soir en est un exemple. Et je tiens à rappeler, renforcer ce qui a été dit. Nous continuerons à nous adapter aux impératifs du quotidien et aux transformations du quotidien de nos modes d'usage dans cette concertation. Si il s'avérait que les conditions de réunion ou autres se compliquaient, eh bien nous prendrons plus de temps dans cette concertation pour garantir que nous puissions de nouveau avoir des réunions en présentiel, puisque, et je le développerai dans un second temps, cette concertation s'appliquera aussi sur des travaux sur des secteurs, sur des quartiers spécifiques, où il nous semble, du point de vue des équipes de l'EPA, que le présentiel est important pour pouvoir toucher des plans. Crayonner et que les interactions sont importantes par rapport à ça. Donc, un premier point sur ce rappel de cette adaptabilité dans cet enjeu de concertation. Ensuite, le processus de concertation dans lequel nous nous inscrivons ce soir est un processus qui va se dérouler en 2 temps. Cette semaine, Monsieur le maire l'a rappelé, un certain nombre de réunions se sont déjà tenues, d'autres auront lieu ce week-end. Et puis un deuxième temps, après les vacances scolaires, pour que les gens puissent être là, sur des ateliers de travail spécifiques au quartier. Mais ce processus de concertation qu'on décrit n'est qu'un morceau d'une concertation beaucoup plus vaste qui se tient en fait depuis le début de la réalisation de l'opération Bordeaux-Euratlantique. Celle-ci a commencé en 2010, a fait l'objet de réunions récurrentes depuis, et on verra dans la présentation qu'on va vous présenter le rythme de ces réunions. Et si nous nous réunissons ce soir, c'est qu'on est à un moment particulier de cette opération. Il nous semble aujourd'hui que nous sommes arrivés à la moitié de la vie de cette opération. La ZAC Saint-Jean a commencé en 2013-2014. On pense qu'elle finira d'ici 6-7 ans. Et ce moment de la moitié de la vie de l'opération nous a semblé être un moment important pour regarder ce que nous avions fait, mettre à jour l'opération, le donner à voir, le faire comprendre, pour aussi mieux se projeter dans ce qu'il reste à faire. Et finalement, ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est bien ces 2 grandes thématiques qui nous animent et nous soucient. Regarder, faire un retour d'expérience, partager ce qui a été fait, expliquer pourquoi on l'a fait, pour mieux comprendre et mieux enrichir le débat que l'on va avoir, en particulier sur ce qui reste à faire.
puisque c'est fort de ces éclairages qu'on pourra partager et prendre les idées qui vont venir de cette concertation, puisque un projet urbain, le projet de la ZAC Saint-Jean-Belsier en particulier, c'est un projet itératif. Ce n'est pas un plan figé, une idée figée à un temps T et qu'on va appliquer pendant 15 ans. C'est un projet, oui, itératif qui s'enrichit d'année en année, de discussion en discussion, d'apport de partenaires en apport de partenaires. Et la concertation dans laquelle on s'inscrit me semble être un bon moyen de profiter d'idées nouvelles, ou en tout cas de sentiments, de réactions sur là où nous en sommes. Par rapport à cela, donc j'indiquais, concertation en 2 temps. Cette semaine plutôt axée sur la mise à jour de la ZAC, qu'est-ce que nous avons fait, et le deuxième temps à la fin du mois et au début du mois de mars, plus spécifiquement à se projeter sur l'avenir, sur ce qu'il reste à faire. Pour cela, et on va commencer la présentation, nous allons faire une présentation à plusieurs voix, et les équipes de l'EPA, Gabriel et Joël, vont vous présenter où on en est et quels sont les items à retenir de cet avancement. Donc, je vais donner la parole à Gabriel Poifoulot pour nous présenter le fonctionnement d'Euratlantique, ses missions et la manière dont vous intervenez sur le territoire d'une manière un peu large au départ pour zoomer ensuite sur la ZAC. Tout à fait, merci Xavier. Effectivement, notre souhait avant de nous projeter dans le cœur de la ZAC, c'était de faire un petit zoom arrière, un retour dans le rétroviseur. D'abord, 10 ans, comme Alexandre Villatte l'indiquait, après la création de l'opération d'intérêt national Bordeaux-Atlantique, rappeler l'origine de cette opération, ses objectifs généraux et rappeler par qui elle est mise en œuvre. Même si vous avez eu la gentillesse de décliner notre identité à l'origine, au départ de cette réunion, ça nous semble important de dire ce que c'est spécifiquement qu'un établissement public d'aménagement. Donc je vais rappeler, en m'appuyant sur la carte que vous avez à l'écran, que Bordeaux-Atlantique est né à la fin des années 2000, à la demande, à l'initiative des collectivités locales et appuyé par l'État. Et c'était le fruit en fait de la rencontre d'une volonté politique, d'une opportunité et de la nécessité de répondre à un besoin. Sur la volonté politique, il s'agissait de procéder en réalité à un réinvestissement public au profit de quartiers situés de part et d'autre de la Garonne, de part et d'autre de la gare Saint-Jean, qui, bien que centraux dans l'agglomération bordelaise, sont longtemps restés en marge du centre par l'accumulation de facteurs aussi bien historiques qu'économiques ou sociologiques. Je vais justement peut-être prendre quelques illustrations photos pour étayer ce propos. Donc vous avez à l'écran actuellement une mosaïque de photos qui date du début des années 2000 ou 2010, que ce soit le quai de Paludate avec les abattoirs encore en fonctionnement sur la photo en haut à gauche, de manière centrale le quartier Amédée Saint-Germain, quartier d'entrepôt, de réparation et de maintenance SNCF, le quartier Armagnac sur la droite, que vous aurez du mal à reconnaître du fait de l'ancienne situation de la rue d'Armagnac, l'autoroute à 631, le boulevard des Frères Moga, les abords de la gare, côté Belsier, qu'on a tendance à oublier avec le temps, ou encore le secteur proche du boulevard Jean-Jacques Bosse, qui était un des points chauds, thermographiquement parlant, de la métropole. Donc la volonté politique à ce moment-là, c'est de répondre à une coupure urbaine créée au XIXe siècle par le chemin de fer, de traiter des quartiers qui avaient été marqués par l'industrialisation de la rive droite, la localisation d'activités polluantes ou génératrices de nuisances, la création d'infrastructures lourdes. J'ai mentionné l'autoroute, mais aussi le pont Saint-Jean, qui avait un profil totalement autoroutier, l'échangeur autoroutier au débouché de ce pont, l'essor de la logistique aussi suite au mouvement de désindustrialisation, incarné notamment par la localisation du mine en centre de quartier. Dans un autre registre aussi, une concentration à un niveau assez fort d'habitat social. Donc par rapport à ça, je reviens à la carte, ça va venir, voilà. J'ai parlé également d'opportunités. La fin des années 2000, c'est la décision des pouvoirs publics de faire venir le TGV jusqu'à Bordeaux. Et donc il y a eu une réflexion sur le fait d'anticiper, de préparer cette transformation pour l'inscrire vraiment au bénéfice du territoire au sens large, dans une logique de rattrapage, de rééquilibrage, de mise à niveau
remise à niveau de quartier dont l'INSEE avait montré qu'ils étaient marqués par une forte inégalité d'accès aux services et équipements du quotidien par rapport aux quartiers du centre de la métropole. Donc dès l'origine, une vision large pour ne pas se limiter à la gare, franchir la Garonne, rapprocher la rive droite et la rive gauche et se déployer sur 3 communes, donc ne pas être une opération exclusivement bordelaise, en allant sur Bègles et Floirac. Il parle également de la rencontre avec un besoin. Mince, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Ce besoin, c'était aussi d'une opération de renouvellement urbain en cœur d'agglomération pour répondre aux défis de l'étalement urbain et des choix résidentiels souvent subis par les ménages expulsés du centre métropolitain, essentiellement par un problème de coût du logement. Mais aussi un besoin de fournir un cadre au développement du centre de la métropole défini et tenu par la puissance publique, qui, à défaut, en raison de l'attractivité naturelle de la métropole, résulterait uniquement de l'initiative privée et du jeu du marché. Et ça, il ne pouvait en être question. Et donc, il y a eu l'affirmation d'une volonté politique pour créer un cadre tenu pour accompagner ce développement, assurer une cohérence, programmer des équipements publics et réussir à financer les services publics. D'où la création donc, de l'opération, de l'établissement. Vous le voyez sur cette diapo, hein, qui est un outil, un instrument original, public, hein, qui associe les collectivités locales, l'État, composé d'agents publics, hein, que nous sommes, et qui a pour fonction de dessiner les quartiers, d'estimer, de planifier les besoins, et de concevoir et réaliser les espaces publics. Donc je saisis cette opportunité, comme j'ai pu le faire lors des 2 premières réunions, pour préciser que l'établissement public n'est pas un constructeur, il n'est pas un promoteur, et qu'il a pour rôle en fait de réguler, d'accompagner, de contrôler les opérations initiées par ces opérateurs privés. Un exemple, et je m'arrêterai sur cette partie très introductive, c'est que du fait de l'opération d'intérêt national, nous avons par exemple un mécanisme de plafonnement des prix du logement qui font qu'aujourd'hui dans la ZAC Saint-Jean-Belsier, par rapport au reste du marché du logement situé à Bordeaux, intra-boulevard, nous avons quasiment un écart de 1 500 à 2 000 euros du mètre carré, donc une résultante de l'action publique. On a souhaité également par cette diapo donner à voir la localisation de l'intégralité de l'opération et plus particulièrement sur la photo de droite, vous avez quasiment l'intégralité de la ZAC Saint-Jean-Belsier, avec évidemment l'importance quasi disproportionnée du fuseau ferroviaire qui illustre ces coupures urbaines datant du 19e siècle que j'évoquais tout à l'heure. Ça, on les a passées. Et donc, je redonne la parole. Donc, Alexandre Villatte, sur la ZAC, sur la zone d'aménagement Saint-Jean-Belsier, comment s'organise ce quartier? Alors, concrètement, par rapport aux grands enjeux que... Oui, pardon. Concrètement, par rapport aux grands enjeux que vient d'évoquer Gabriel, auxquels nous sommes confrontés, comment on a cherché à mettre en œuvre ce projet Euratlantique et concrètement, qu'est-ce que c'est devenu? Alors, il faut bien avoir en tête que le projet Euratlantique, son périmètre est immense et il ne répond pas finalement à des repères d'habitants, d'usagers, puisque quelque part, quand on est dans le quartier Amédée, à côté de la gare, on n'a pas tout à fait les mêmes enjeux que quand on se situe rive droite ou quand on se situe à Bègles. Et donc, tout l'enjeu, ça a été de comment on essaie de continuer cette histoire bordelaise et de travailler à une extension naturelle du centre métropolitain de la métropole bordelaise, en créant non pas un quartier euratlantique, mais une quinzaine de quartiers à taille humaine qui ont la particularité de se juxtaposer, d'être en continuité les uns les autres, mais pour lesquels on retrouve les éléments qui font la qualité de vie, l'intérêt au quotidien que les Bordelais trouvent dans les quartiers centraux de la ville. Donc un niveau d'ambition extrêmement important, presque une volonté de mimétisme par rapport à ce que l'on peut trouver dans le centre historique de cette ville. Et pour cela,
Plusieurs actions ont été mises en œuvre. D'une part, c'est structurer ces différents quartiers autour de ce qui est finalement l'artère principale de la métropole, c'est-à-dire autour de la Garonne. Donc c'est bien une opération qui intervient de part et d'autre de la Garonne. Et notre première action, c'est de reconquérir les berges de la Garonne dans l'esprit et la continuité de la reconquête des quais de cette ville depuis une vingtaine d'années. Et donc, à ce titre, et vous l'avez vu dans la presse ces derniers jours, nous allons procéder à des réaménagements structurels extrêmement importants le long de la voie autoroutière qui rentre dans Bordeaux, au droit du quartier Belsier, en transformant cette autoroute en un parkway extrêmement planté où les différents usages, et en particulier piétons et vélos, vont pouvoir retrouver leur place. C'est un petit peu d'ailleurs à l'image de ce que nous avons fait déjà sur la rive droite, où il y a maintenant 2-3 ans, nous avons aménagé la continuité du parc des Angéliques, et que nous poursuivons d'ailleurs en termes d'aménagement. Pour ceux qui passent sur le quai des Champs, ils voient qu'il continue à y avoir des travaux, toujours dans cette volonté de continuer et étendre le centre-ville vers le sud de la métropole, le long de cette Garonne. Et puis, derrière ce grand axe, et de part et d'autre de la gare, pour la rive gauche, constitution de différents quartiers, dont la taille, les principes, les services qu'on va pouvoir y retrouver se veulent être comparables à des quartiers existants que l'on connaît tous de Bordeaux. Quelque part, si vous vous amusez sur la carte qui est présente à l'écran à calquer ces périmètres, le périmètre de Paludate, le périmètre du Jardin de l'Art sur le périmètre par exemple du quartier Saint-Michel ou le périmètre du quartier Jardin Public, on retrouve ces mêmes tailles. Et qu'est-ce que ça signifie cet enjeu de taille ? C'est finalement de permettre à chaque habitant, à chaque usager qui se retrouve dans ces quartiers, de retrouver à proximité de lui tous les services et toute la qualité qui fait qu'on est en ville, mais dans un cadre peut-être plus contemporain. C'est la fameuse thématique de la ville du quart d'heure, où à un quart d'heure de chez soi, à un quart d'heure de sa porte, on peut retrouver tous ces éléments. Et ce principe est extrêmement important puisque quelque part, il va dicter les ingrédients qui constituent la recette de composition de nos quartiers. Dans chacun de nos quartiers, il y en avait 7 sur la carte, on va essayer de retrouver autour d'un espace public fédérateur, la plupart du temps un square, un parc, mais parfois une place, à proximité de transports en commun existants ou nouveaux, puisqu'on va créer aussi un certain nombre de couloirs de bus performants pour irriguer le quartier. Des quartiers qui vont assumer une mixité programmatique, des logements, des bureaux, mais aussi des commerces, des activités, pour garantir une vie 7 jours sur 7, ne pas avoir ce que l'on peut trouver dans certaines villes, des quartiers morts que de bureaux où il ne se passe rien le week-end. Donc une mixité programmatique autour de ces grands espaces publics qui vont permettre, par cette vie continue 7 jours sur 7, d'amener des services, d'amener des commerces de proximité auxquels Euratlantique et les collectivités parties prenantes vont aussi intégrer un certain nombre d'équipements publics. Je pense aux écoles, je pense aux gymnases, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et derrière ces différents ingrédients, il va falloir aussi donner un goût, donner une tonalité à ces quartiers pour que ces différents quartiers soient des quartiers de Bordeaux, un petit peu que comme on est dans Saint-Michel ou dans les Chartrons, on est à Bordeaux, mais on est aussi à Saint-Michel et on est aussi au Chartron. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on est dans Bordeaux. Donc cette espèce de subtilité, de goût dans la recette qu'on va mettre en œuvre dans nos projets est extrêmement importante et va reposer sur plusieurs éléments. On a essayé, et au début on a eu quelques échecs là-dessus, c'est une réalité, d'harmoniser, de mettre en cohérence notre politique architecturale. On a essayé et on met en cohérence notre politique de conception et de réalisation de nos espaces publics. Si bien qu'aujourd'hui, dans les productions en cours, il y a des traits communs dans les écritures architecturales, dans les matériaux qui s'inspirent très largement de ce qui fait la richesse de cette ville et la cohérence de cette ville, bien entendu dans une écriture du XXIe siècle et dans une ambition de confort moderne. La même chose sur les espaces publics. On a le souci de pouvoir traiter ces espaces publics dans une continuité de matériaux, de mobilier et autres, aussi dans une logique de durabilité, de pérennité, pour que l'entretien soit facile pour les services publics, pour les services d'entretien de la métropole. Mais il faut les différencier, il faut leur apporter une identité particulière à ces quartiers. Et là aussi, pour chacun de ces quartiers, on étudie leurs spécificités, on regarde ce qu'on va pouvoir mettre en valeur en s'appuyant sur ce qui existe déjà là, ou ce qui va faire la force de ces quartiers,
pour essayer de les spécifier. Quelques exemples. Quand on intervient autour du quartier de Lars, qui est un quartier qui va s'installer avec au centre un grand parc de 8 à 9 hectares, tout le projet fait que les différents immeubles et leurs cœurs d'îlots vont essayer de se tourner vers ce parc et de fonctionner en corrélation avec ce parc. Quand on intervient à l'inverse sur le quartier Amédée, où on est à la jonction du périmètre historique de la ville de Pierre, et sur des friches industrielles et ferroviaires, où il y a un certain nombre de bâtiments patrimoniaux, on va essayer de s'adapter à ces patrimoines, qu'ils soient remarquables ou pas d'ailleurs, pour greffer notre quartier et s'inscrire dans une continuité, dans un mimétisme de l'existant pour, là aussi, donner un goût spécifique. Et puis, dernier paramètre qui est extrêmement important dans cette conception, c'est le retour d'usage, le retour d'expérience. Très clairement, entre nos premières réalisations et aujourd'hui, on a appris de nos erreurs. Il y a des bâtiments qui ne correspondent pas à ce que j'indique et qui nous ont permis de corriger le tir. Il y a des aménagements qui ont pu être optimisés. Gabriel montrait des photos de la rue d'Armagnac. Celle-ci a fait l'objet de modifications en cours de conception pour s'améliorer. On parlera tout à l'heure du jardin de Lars. On a réussi à l'agrandir en cours de conception parce que ça nous semblait pertinent au regard de nos premières réalisations. De la même façon que les retours que nous avons eus dans les nombreuses réunions publiques, de réunions de concertation, mais aussi les remarques qui nous sont remontées à la maison du projet auprès de nos médiateurs, nous permettent de prendre en compte un certain nombre de difficultés, d'améliorations potentielles qui peuvent paraître parfois anodines, mais qui en fait nous semblent totalement essentielles dans la construction de ce projet. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais écho à cette concertation, puisque les remarques qui seront exprimées dans cette séance seront intégrées dans les ingrédients de la recette que j'évoque. Je rebondis, moi, pour interroger Gabriel Puyfollow. La question du financement des projets, d'abord, et puis peut-être revenir rapidement sur l'histoire de ce quartier. Je vous laisse la parole. Oui. Effectivement, on a souhaité aussi revenir sur la question du financement. Je pense que le micro fonctionne bien. Oui. Puisque on a parlé tout à l'heure d'un niveau d'ambition, d'objectifs politiques et de modèles de développement urbain. Cette opération, c'est une opération de renouvellement urbain, le terme a déjà été prononcé tout à l'heure, qui par définition en fait, s'oppose à un modèle fondé sur l'étalement urbain qui lui vient s'appuyer sur la consommation de terres agricoles. Ce modèle de l'étalement urbain, en fait, il est faussement peu onéreux puisqu'il n'intègre pas le coût environnemental associé à la destruction de ces terres. En revanche, intervenir sur des quartiers comme ceux de la ZAC, c'est gommer des infrastructures lourdes, intervenir sur des friches parfois polluées, intervenir au contact du tissu existant, donc c'est structurellement plus onéreux. Donc, compte tenu de ça et du niveau d'ambition fixé par les collectivités locales et par l'État, l'opération est subventionnée de l'ordre d'environ 100 millions d'euros sur toute sa durée de vie, plus de 15 à 20 ans, pour en fait enclencher l'intégralité de l'opération. Ce qu'on a souhaité, effectivement, j'ai oublié de passer la diapo. Bon, là, c'est strictement ce que je viens de dire, mais surtout, la diapo qui est importante, c'est la suivante. 100 millions d'euros, on a souhaité donner des équivalents. C'est un tiers environ du stade situé au nord de Bordeaux et à peu près entre 2 tiers à 3 quarts d'un franchissement de la Garonne, d'un pont stricto sensu. De notre côté, c'est un levier pour aménager, réaménager, équiper, remettre à niveau la douzaine à la quinzaine de quartiers évoqués depuis tout à l'heure, dont 7 sur Saint-Jean-Belsier, et donc y produire une cinquantaine d'hectares d'espaces verts nouveaux. C'est faire le pont de la Palombe, dont les travaux sont en cours d'achèvement pour passer le fleuve ferroviaire. C'est restructurer le pont Saint-Jean et son profil autoroutier dont je parlais tout à l'heure. C'est restructurer toute la voirie, créer de nouvelles voiries et des continuités piétonnes et cyclables. C'est faire des places, des parvis, des espaces publics de manière générale, et c'est de manière moins visible par le grand public, mais ces jours-ci nous montrent que c'est absolument nécessaire, des aménagements hydrauliques qui permettent de se préparer au changement climatique et même, au cas d'espèce, de réduire le risque pesant sur le tissu existant.
Voilà, donc sur on va dire les grandes masses du financement. Je propose qu'on termine ce tour d'horizon avant d'aborder la première séquence de questions-réponses. On va donner la parole à Joël Ornaghi sur... Oui, peut-être. On avait quelques petites diapos complémentaires. Allez-y. On essaie de remettre en perspective aussi cette décennie en donnant des exemples de types de rencontres avec le public, puisque le terme de concertation, c'est un terme assez large. Il y a des concertations préalables, il y a des rencontres à la maison du projet, il y a des interventions en conseil de quartier, il y a des réunions publiques 100% Euratlantique sur des points d'étape structurants sur la ZAC, il y a des diagnostics en marchand, des visites de chantier, des balades urbaines, aussi des participations aux assemblées générales de nouveaux habitants, accueil de nouveaux habitants, des enquêtes publiques, tout un tas de dispositifs de ce type. Et aujourd'hui, nous sommes dans une concertation préalable à la mise à jour de la ZAC qui, comme ça a été dit tout à l'heure, est une concertation volontaire engagée par l'établissement et à laquelle on tenait particulièrement. Je crois que le fait de la maintenir, même avec des conditions adaptées, dégradées en cas de contraintes sanitaires, vient aussi témoigner du fait que l'année 2020 était une année très particulière. Il y a évidemment eu les contraintes sanitaires, mais il y a aussi eu la période de campagne électorale pendant laquelle nous ne pouvons pas communiquer, étant astreint à un strict devoir de réserve. Et la campagne électorale ayant été elle-même prolongée, nous avons été pendant plus d'un an dans l'impossibilité de communiquer, de concerter. D'où l'insistance que nous avons eue à la maintenir à cette date. Donc on a ici, et vous pouvez le retrouver dans le dossier de concertation sur notre site, le jalonnement en fait, de ce type d'échéance, de ce type de rendez-vous, que ce soit à l'échelle de la ZAC en jaune, à l'échelle de ses différentes composantes en orange, et les échéances réglementaires en rouge. Sur le futur, ça a été dit, les deux objets principaux de cette concertation préalable, c'est d'informer associés et puis de poser les jalons de la prochaine mise au point, processus de mise au point des secteurs qui restent à développer. C'était un petit peu long, excusez-moi. Donc, tour d'horizon, pour conclure ce tour d'horizon avant d'aborder les questions. Joël Ornaghi, peut-être l'évolution, retracer l'évolution depuis 2013 de ce quartier. Oui, donc je vais essayer en illustrant d'expliquer comment le projet de la ZAC Saint-Jean-Belsier a évolué depuis 2013, parce que entre le projet qui est défini initialement par un architecte et le projet qui est réellement mis en œuvre, il y a nécessairement des adaptations. Alors ces adaptations, elles sont issues des fois de contraintes techniques qu'on n'avait pas imaginées au départ, mais ça peut être aussi dû à des considérations financières, parce qu'on se rend compte que les solutions envisagées, elles ne sont pas supportables. Et enfin, et c'est aussi tout l'intérêt de replacer ces questions-là dans le cadre de la concertation, il y a des bonnes idées qui sont exprimées par des techniciens, par des élus, par des habitants, et qu'il est intéressant d'intégrer dans le projet et de ne pas persister sur les options initiales. Donc, si je vais commencer par la thématique des espaces verts, le projet a été conçu initialement autour d'espaces verts. Ces espaces verts, ils ont été dispatchés sur le territoire de manière à avoir une couverture qui soit à peu près homogène, avec le principe d'avoir un espace vert qui soit accessible à 300 mètres de toutes les habitations et de tous les lieux d'emploi, pour qu'il soit atteignable en à peu près 5 minutes à pied. Cette structure initiale, elle a été renforcée, et en fait aujourd'hui on peut être assez fier de dire que si on fait sur les espaces verts structurants, on est à près de 20% de plus en surface que ce qui était initialement projeté. Un autre point qui est extrêmement important de notre point de vue, c'est que la philosophie de la ZAC, c'est de prévoir des espaces verts accessibles. Alors qu'est-ce qu'un espace vert accessible? C'est un espace vert auquel tout un chacun peut aller, sans forcément avoir besoin de rentrer dans un espace privé. Et si on regarde les photos aériennes autour de la Saint-Jean, on s'aperçoit qu'en fait, les espaces ont l'air très verts, mais quand on se balade dans la rue, c'est très minéral, tout simplement parce qu'on est sur des cœurs d'îlots qui sont entièrement privatifs. Donc là, les espaces verts qui sont mentionnés sur la diapositive, c'est entièrement des espaces verts publics et donc accessibles. Si on fait une petite illustration avec une vue en 3D, on peut s'apercevoir que ces espaces verts, ils permettent en plus un maillage du territoire. Et ce maillage, il est intéressant à la fois pour les habitants, qui vont pouvoir déambuler d'espace vert en espace vert au sein de la ZAC, mais aussi pour la biodiversité, parce que pour un certain nombre d'espèces animales,
il est extrêmement important d'avoir une continuité d'espaces verts, et donc la trame qui est ainsi créée, elle va avoir un intérêt pour la biodiversité en plus des habitants. Dans les infrastructures espaces verts notables qui aujourd'hui n'existent pas du tout, on peut citer le parc d'Escas qui va prendre place en face du château d'Escas et qui est actuellement occupé à la fois par un échangeur autoroutier et par un espèce de parking à moitié désaffecté sur lequel moi personnellement j'amènerai pas mes enfants jouer le week-end, mais demain ça sera un espace qui sera en continuité de la promenade Martin Luther King et du parc des sports Saint-Michel et qui va permettre d'amorcer la promenade des Berges qui est en cours d'aménagement. Sur une autre thématique, celle des déplacements, l'EPA a pour rôle d'aménager des infrastructures, notamment pour permettre à des bus à un haut niveau de fréquence et de capacité de circuler. Donc, sur la diapositive, c'est des infrastructures qui apparaissent en rouge et qui ont vocation, après, à être confiées au service de la métropole pour mettre en place des services. Alors, d'ores et déjà, on a 2 grosses infrastructures majeures du quartier qui sont en fait soit terminées, soit en cours de livraison. La rue des Terres de Bordes, qui a été entièrement reprofilée en 2020 et qui est aujourd'hui ouverte et disponible, et le pont de la Palombe, qui donc arrive au bout, qui permettra un nouveau franchissement des voies ferrées. Et en fait, ce pont de la Palombe, il a un énorme autre intérêt, c'est qu'il va permettre un franchissement sécurisé pour les vélos. Aujourd'hui, pour une famille avec enfants qui veut se rendre du quartier Sacré-Cœur à la bibliothèque Flora Tristan, il faut traverser les voies ferrées par le pont du Guy, qui ne comprend aucune piste cyclable. Et c'est très compliqué. Donc même si aujourd'hui, quand on débouche sur le pont du Guy, on en verra une image tout à l'heure, la rue des Gamins, qui a été livrée par l'EPA il y a 2 ans, permet d'aller jusqu'à la bibliothèque Flora Tristan en sécurité. Le gros problème, c'est le franchissement du pont. Le pont de la Palombe a été conçu pour comprendre des belles voies vélos bien dimensionnées, en plus des voies de bus qui vont permettre de réorganiser la circulation des bus autour de la gare. Je pense que la diapositive avant-après est assez parlante. On a un réseau qui est démultiplié, qui est maillé et qui va permettre de couvrir tout le territoire, à la fois en traversant les voies ferrées au sud de la gare, mais aussi le long des quais. Sur le stationnement, en 2013, quand la ZAC a été préfigurée, il a été projeté de réduire au maximum la place de la voiture dans l'espace public. Parce que ce qui est constaté, ce qu'on peut retrouver dans beaucoup d'articles ces dernières années, c'est que la voiture prend de la place sur la route, mais aussi beaucoup par ces espaces de stationnement. Donc la philosophie de la ZAC, c'est de créer des parkings mutualisés pour réduire la place de la voiture et permettre de mutualiser les places entre l'usage dans la journée par les employés et l'usage le soir et le week-end par les habitants du quartier. Une autre considération qui était très novatrice à la création de la ZAC et qui a perduré aujourd'hui, c'était d'essayer d'imaginer dès la conception d'avoir des bâtiments qui n'ont pas un usage unique. Aujourd'hui, on est incapable d'imaginer à quoi ressembleront les modes de déplacement des habitants dans 30 ans. On ne sait pas s'il y aura encore des voitures individuelles ou pas, si tout le monde sera en autopartage ou sans aucune voiture. Donc, l'idée, c'est de réfléchir dès la conception à des bâtiments qui pourront changer plus ou moins partiellement d'usage, pour éviter d'avoir à les détruire si demain l'usage de la voiture change majoritairement dans les pratiques des habitants. Si on regarde la carte, alors elle n'est peut-être pas forcément très facilement lisible, c'est juste pour illustrer le fait qu'aujourd'hui, le maillage de parking couvre quasiment toute la ZAC. Et avec les quartiers dont on va discuter tout à l'heure, on aura probablement l'opportunité de compléter ce maillage pour avoir des parkings mutualisés qui couvriront vraiment tout le périmètre de la ZAC. Un autre point peut être souligné au travers de cette carte, c'est que dans ce qui est organisé, contrôlé, régulé par l'EPA, il y a le principe fondamental de toujours livrer les parkings mutualisés en premier dans les quartiers. De manière à ce que lorsque les habitants arrivent dans un quartier, ou les employés, ils ne se retrouvent pas en pénurie ou en défaut de place, ce qui serait catastrophique pour eux et aussi pour tous les riverains qui se retrouvaient avec les rues encombrées. Et ça, c'est un principe qui est mis en œuvre sur l'ensemble de la ZAC depuis la création. Le premier bâtiment livré sur la rue des Maraîchers, c'était le parking mutualisé. Ça a été aussi le cas avec le parking à côté de la Méca. Et le premier permis qui a été délivré sur le quartier Armagnac, c'est celui du parking mutualisé. Donc c'est vraiment un principe fondateur qu'on met en œuvre sur toute la ZAC. Sur les espaces publics et les équipements publics, le projet initial projetait
un niveau d'équipement qui correspondait à ce qui était prévu, avec notamment la création de 2 groupes scolaires, des crèches qui étaient adossées à ces groupes scolaires, des crèches publiques, des écopoints qui étaient projetés comme étant des mini-déchetteries de proximité, et une armature d'équipements sportifs qui avait comme point d'orgue une piscine publique et un certain nombre d'autres équipements sportifs dispersés sur le territoire, mais qui n'étaient pas très détaillés dans le projet initial. Et était prévu initialement le déménagement de la clinique du Tondu sur le périmètre de la ZAC Saint-Jean-Belsier, mais dans le quartier de Lars. Entre 2014 et 2016, il y a un certain nombre d'évolutions qui ont fait que cette programmation initiale elle a été bouleversée. La suppression de la piscine publique, des crèches publiques, la réorganisation de la programmation scolaire et d'autres choix, comme par exemple la clinique du Tondu qui a choisi de s'implanter sur la rive droite. Alors, sur la rive droite, c'est pas très loin de la ZAC, une fois que le pont Simon de Veil sera inauguré, mais ça sera moins proche dans tous les cas que si elle avait été implantée au cœur du quartier. Donc le PA a choisi en 2016-2017 de proposer un schéma des équipements publics afin de réévaluer les besoins et de proposer aux collectivités des équipements qui répondent vraiment aux besoins des habitants de la ZAC. Ça se traduit aujourd'hui par une reprogrammation de la piscine, par une répartition scolaire qui répond amplement aux besoins des habitants et qui se concrétise aujourd'hui par la livraison de l'école Simon de Veil, dont je reparlerai un peu tout à l'heure. Très important aussi pour le quartier, la décision du département d'implanter un collège dans le quartier de Lars, qui va permettre de répondre aux besoins des habitants et de soulager le collège Aliénor, qui est aujourd'hui complètement saturé. Et le PA a par ailleurs veillé au maintien d'une programmation en crèche, avec d'autres modes de gestion, associatifs ou privés, et la création d'un pôle médical qui est en cours sur le quartier Armagnac, qui ne compensera pas totalement une piscine, mais qui permettra d'offrir des services médicaux de proximité pour les habitants du quartier. Et enfin, la programmation des équipements sportifs au travers de l'aménagement des différents quartiers a été précisée et renforcée de manière à pouvoir répondre à tous les besoins qui pourront être exprimés. Donc si j'illustre sur des cartes, vous avez sur cette diapositive la programmation scolaire sur la ZAC Saint-Jean. Vous la retrouverez dans le dossier de concertation, donc comme l'heure tourne, je ne vais pas m'attarder très longtemps, juste pour dire qu'aujourd'hui, on a estimé les besoins environ 30 classes sur la ZAC, et la programmation scolaire telle qu'on l'a proposée aux collectivités couvre 32 classes, donc on est bien au-dessus des besoins estimés. Pareil pour la carte des équipements sportifs, il y a beaucoup de textes et elle va être difficilement lisible. Vous noterez juste sur cette carte que tous les quartiers vont bénéficier d'équipements sportifs de proximité, en plein air et en intérieur, et donc répondre à ça, aux besoins qui étaient préfigurés dans le dossier de départ. Quelques petites illustrations sur les équipements déjà livrés. La rue des Gamins, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois en haut à gauche. L'école Simone Veil, qui a été livrée avant les premières habitations dans le quartier de Lars, qui permet aujourd'hui une ouverture progressive des classes sans avoir des habitants qui arrivent en surchangeant les écoles existantes. Et le pont de la Palombe, au milieu en bas, qui... le franchissement a été terminé en tout début d'année. Il sera finalisé dans le courant de l'année. Dans les prochaines années, les équipements publics et l'espace public vont continuer à être en travaux avec un phasage qui est progressif, parce qu'il ne faut pas que toute la ZAC soit en travaux en même temps pour ne pas perturber non plus la vie de tous les secteurs en même temps et empêcher toute circulation. Et sont projetés, sont initiés aujourd'hui les travaux d'aménagement majeurs, le parc des Berges qui a été cité notamment par Alexandre Villatte tout à l'heure, la place d'Armagnac qui a commencé à être aménagée et qui sera poursuivie, le parc d'Escaz dont j'ai parlé et le jardin de Lars dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Pour terminer, avant la séquence de questions-réponses, sur la programmation immobilière. Le dossier initial prévoyait un volume de construction, d'habitation et de bureaux. Et ce volume d'habitation était réparti en 2 types de fonciers. Il y avait des fonciers qui seront maîtrisés par l'établissement public d'aménagement et des développements immobiliers sur des fonciers privés. Sur les fonciers qui sont maîtrisés par l'EPA, aujourd'hui, on a 95% des programmes qui étaient prévus qui sont contractualisés et donc qui vont arriver à court ou moyen terme. Et donc en fait, on a aujourd'hui une construction qui est prévue, qui est vraiment dans l'épure de ce qui était prévu initialement. Avec, par ailleurs, les derniers décomptes qu'on a fait montrent qu'on est dans l'équilibre qui était prévu initialement entre les habitations et les emplois, l'idée étant de ne pas avoir un quartier déstructuré avec que de l'emploi ou que des logements. Sur les fonciers privés,
le rôle de l'EPA, c'est d'accompagner les projets. On n'a pas la possibilité de les interdire totalement, mais l'idée, c'est qu'ils rentrent vraiment dans la philosophie d'aménagement, qu'ils s'intègrent dans les projets et qui permettent d'enrichir la programmation de la ZAC et pas pénaliser l'équilibre global. La majorité des projets privés se concentrent en fait le long des quais et prennent place sur des secteurs qui étaient dégradés. Une ancienne concession automobile à côté du futur pont de Simon de Veil, le secteur autour de la discothèque La Plage ou encore les quartiers à côté du château d'Escas qui aujourd'hui comprennent notamment des entrepôts qui ont brûlé, etc. Et donc en fait, ces projets privés vont permettre de compléter les aménagements qui étaient initiés par des apports qualitatifs. Et dernier point, sur le foncier privé ou parapublic, il y a une dynamique qui est enclenchée aujourd'hui sur des fonciers maîtrisés par la SNCF et la métropole, en l'occurrence sur le marché d'intérêt national, et qui vont faire l'objet, dans la suite de la séance et dans la suite de la concertation, de travail avec vous pour permettre d'améliorer les projets. Joël, merci de ces précisions. Je vous propose de passer tout de suite aux questions. Première question qui nous vient de Marlène. Comment l'EPA traite la question des techniques de construction et notamment pour prendre en compte la décarbonisation du processus de construction? Alexandre. Alors, sur ce point, c'est un point que nous... Ah oui, pardon. On s'y fera jamais. Le point sur les techniques de construction et leur décarbonisation, en fait, on le traite à deux niveaux. D'abord, la technique de construction, je pense que ça porte sur la question de la qualité de la construction et de sa pérennité. Donc là-dessus, on a mis en place tout un élément, toute une série d'éléments contractuels permettant aux entreprises qui travaillent avec nous, aux promoteurs qui travaillent avec nous, de garantir leurs efforts et la qualité de construction qui est attendue. Ça passe par différents critères, l'implication beaucoup plus forte des architectes avec des missions complètes de leur travail, des obligations de respecter un certain nombre de critères dans les constructions pour limiter les nuisances de chantier, et puis des attendus que l'on vérifie lors des conformités des bâtiments, garantissant donc cette pérennité. Mais ça ne répond pas à la question de la décarbonation. La décarbonation, c'est un sujet fondamental où on part de loin. En France, on est un des pays leaders de l'usage du béton depuis l'après-guerre. Et cette industrie du béton s'est renforcée sur 40, 50 ans, et c'est comme ça qu'elle est devenue extrêmement performante. Les enjeux auxquels nous devons tous faire face actuellement, de changement climatique, doivent nous inciter à réfléchir et construire autrement. Et donc c'est pour ça que nous, à Euratlantique, on a choisi non pas de se disperser sur X et X petites techniques pour essayer d'améliorer la situation, mais de se concentrer très fortement sur la mise en œuvre d'une politique de construction bois. Et on est un des deux territoires test, laboratoires, et j'espère exemplaires en France, sur cette logique de construction bois. L'autre, c'est le projet des Jeux Olympiques, avec une portée symbolique et politique que je pense que tout le monde peut deviner, et nous. Et cette mise en œuvre de cette politique, c'est d'intervenir de façon absolument pas naïve, puisqu'on part d'un process et d'un système économique dans ce pays où il n'y a pas d'industrie qui sont capables de réaliser des immeubles en bois. Les entreprises capables de découper, de faire les bâtiments en bois se trouvent plutôt en Europe de l'Est, plutôt en Europe du Nord. Et donc tout notre process, c'est de construire étape par étape une politique industrielle et de mise en œuvre de la construction bois. Ça a passé par, dès 2015, la production de premiers immeubles, l'immeuble Perspective sur les quais. C'était le premier immeuble de 8 étages en France, construit en bois, entièrement en bois. En 2018-2020, la construction de la première tour en bois, Hyperion. À partir de cette année, et pour lequel on travaille en réalité depuis maintenant 2-3 ans, la réalisation du premier quartier entièrement en bois, le quartier Armagnac. Et puis, depuis l'année 2020, la généralisation à l'ensemble de nos constructions de ce processus de construction bois. Une autre question donc, qui nous vient d'Igor, qui est sur un autre thème. Est-ce que vous allez modifier le PLU de ce secteur afin de pouvoir construire des bâtiments, plus de bâtiments en hauteur et de prévoir plus d'espaces verts? Alors,
Est-ce que les documents d'urbanisme conviennent ou doivent être transformés, modifiés? Alors, les documents d'urbanisme ont déjà été transformés et modifiés à de nombreuses reprises pour permettre la réalisation de cette opération. D'une façon générale, les documents d'urbanisme nous permettent de construire dans une hauteur moyenne de 7-8 étages et à quelques endroits particuliers d'insérer des émergences. C'est le cas des tourbois que j'évoquais autour de la place d'Armagnac. Ces émergences et cette construction d'une ligne d'horizon de toiture de façon générale reprennent les codes de la construction de Bordeaux, puisque quand on regarde Bordeaux, par exemple, depuis le parc des Angéliques, on voit une ville horizontale avec quelques émergences. Donc, Euratlantique se construit de la même façon. C'est déjà inscrit dans le PLU. Et c'est ça qui nous a permis, effectivement, d'augmenter les surfaces d'espace vert dans le quartier. Gabriel ou Joël, je ne sais plus, indiquaient que nous avions réussi à augmenter de 20% nos surfaces d'espace vert entre la création de l'établissement et maintenant. Et ça participe à ce process-là. Et des adaptations de PLU peuvent toujours interviennent régulièrement. C'est un document vivant qui accompagne la conception des quartiers. Autre question, celle de Sandrine. Comment se décide la programmation de nouvelles écoles ou de nouveaux équipements scolaires? Gabriel? Merci. Oui, effectivement, la question de Sandrine permet peut-être de développer un des points qui était introduit au début de ce propos. L'opération, c'est un travail partenarial. La composition du conseil d'administration le montre. Les 3 communes, la métropole, le département, la région et l'État. On est venu tout à l'heure sur la construction d'un nouveau collège dans le secteur de l'Ars. Pour les écoles, en fait, le rôle de l'établissement, c'est à partir de sa connaissance, de ses anticipations, de ses travaux de projection démographique et de son travail technique d'ingénierie, d'estimer des besoins. D'estimer des besoins selon le type de logement, la part de logement social, les tranches d'âge en fait, des habitants. Et à partir de là, d'engager en fait, un dialogue avec les communes, puisque sur la question de Sandrine, les écoles, c'est une compétence communale. Et donc de travailler ensemble sur la spatialisation, en fait, leur localisation, pour bien couvrir en fait, un périmètre de confort, de sorte que, par rapport au cercle de 300 mètres qu'on évoquait tout à l'heure, les habitants puissent disposer de leur école sur ces secteurs-là. Voilà. J'essaie de faire des réponses brèves pour enchaîner les questions. Merci. D'autant qu'on a une question donc, de Pascal qui nous pose la question de savoir si le contexte pandémique que l'on connaît, est-ce qu'il a des répercussions sur les projets en cours? Et plus précisément, sa question, c'est, je pense en particulier à l'importance du nombre de bureaux construits à Bordeaux, alors même que le télétravail se développe. Et donc, du coup, est-ce qu'on est dans une phase de saturation ou d'inflation de mètres carrés sur les bureaux? Alors, l'incidence de la pandémie sur la production de bureaux en général, dans le pays ou même sur la métropole bordelaise, oui, il y aura certainement des incidences. Moi, je ne sais pas les quantifier, je n'ai pas les données de façon générale. Sur Bordeaux-Euratlantique, nous avons un positionnement extrêmement particulier, central, autour de la gare, qui fait qu'à ce jour, nous n'avons pas d'incidence et que les besoins et les programmes mis en œuvre continuent. Pourquoi ? Parce que le positionnement géographique que j'évoque, vraiment sur le hub de transport le mieux connecté de la métropole et même de la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi parce qu'au-delà de la pandémie, on voit bien tous qu'on a encore besoin de travailler ensemble. Les bureaux sont encore nécessaires. Nous, on le voit dans l'équipe régulièrement. On a encore dû faire passer aujourd'hui des mots pour dire ne revenez pas aussi nombreux dans les bureaux. Il faut que travailler et le bureau est un lieu de rassemblement. Donc nous, nos bureaux continuent à se mettre en œuvre tel que programmé. Par contre, ça doit nous obliger aussi à réfléchir comment mieux adapter ces bureaux aux nouvelles fonctionnalités qu'on va mettre en œuvre dedans, comment ça devient plus des espaces de rencontre, des espaces de réunion pour retrouver ces espaces de sociabilité en parallèle du télétravail. On a une question de Bastien sur le rapport public-privé. Avec les quais, Euratlantique rime enfin avec les aménagements publics et les impacts positifs pour les usagers. Pourquoi est-ce que Euratlantique a commencé par le privé? Est-ce que l'attractivité et l'immobilier sont des priorités? Et une petite remarque de Bastien, celle évoquée par Monsieur le maire, me semble plus pertinente. Alors, notre logique, ce n'est pas de prioriser la construction et ou l'espace public. Notre logique, c'est de créer des quartiers complets qui mêlent justement des constructions, des programmations, des espaces publics et des équipements.
Tout l'enjeu est de réussir à les réaliser dans une durée de temps suffisamment courte à l'échelle d'un quartier pour que les premiers habitants qui arrivent ne soient pas dans les difficultés d'un chantier permanent. Et pour cela, la façon de faire est la suivante, c'est qu'il faut d'abord commencer par les constructions, parce qu'une construction, ça dure plus longtemps, ça dure en moyenne 2-3 ans, et finir pour une livraison concomitante par les espaces publics, puisque ceux-ci peuvent être abîmés en réalité par la réalisation de nos chantiers. Et donc, si on a l'impression que certains de nos espaces publics arrivent en retard, en réalité, ce n'est pas le cas, ils vont arriver en même temps que l'image des chantiers que l'on voit actuellement sur le quartier, des constructions qui sont en cours. Et donc la réalisation des berges, dont je vois qu'elle est la bienvenue à la question et dont nous-mêmes nous félicitons, c'est pour arriver en même temps que la réalisation générale de ce quartier Saint-Jean-Belsier et de lui permettre, conformément à la promesse d'origine, d'ouvrir Bordeaux Sud sur la Garonne. Et donc après la question des berges ou de l'aménagement, il y a celle des mobilités. Donc, ce qui pense assez logique. Pensez-vous que les infrastructures seront suffisantes pour ne pas engendrer de bouchons supplémentaires? Donc, les voies bus, vélo, je lis la question, permettent de limiter l'usage de la voiture, mais cette dernière reste un mode de transport individuel indispensable pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de ménages. S'il y a plus d'habitants, alors il y aura plus de voitures. Alors, je vais répondre en 2 temps à cette question. D'une part, on a de nombreuses études, de nombreuses modélisations qui nous permettent de voir venir avec confiance les systèmes de circulation et autres, parce qu'effectivement, au-delà de permettre et de multiplier les usages possibles dans le quartier, les cartes le montraient, on va quand même améliorer très grandement l'usage du vélo, l'usage de la marche à pied, la connexion et la desserte du quartier par des transports en commun. Pour autant, les voitures pourront continuer à venir. Et là, je réponds finalement sur l'infrastructure et la capacité de l'infrastructure. Mais sur les changements d'habitude, je pense que c'est ça où l'enjeu est le plus fort et les résultats sont les plus convaincants. J'ai souvenir, il y a 5-6 ans, sur les premiers immeubles qui arrivaient dans l'Euratlantique, de discussions homériques sur le nombre de places de stationnement qui devaient accompagner, par exemple, certains immeubles de bureaux, où on se battait avec les propriétaires de bureaux pour savoir si 70 ou 80% des employés devaient bénéficier d'une place de stationnement à proximité. On se battait pour ces 10%, entre 70 et 80%. La prise en compte par les salariés, quand ils arrivaient dans le quartier, qu'ils étaient dans le centre-ville, qu'ils avaient les transports en commun à proximité, qu'ils pouvaient venir en vélo, fait que 1 an après, 2 ans après, on a fait des enquêtes pour savoir quelle était réellement l'utilisation de ces salariés pour venir. Et le constat est que 30% de ces salariés viennent en voiture. Donc, derrière la question de l'infrastructure qui se démultiplie, qui permet de nouveaux usages, il y a surtout une transformation du comportement des habitants, des salariés, parce qu'ils se retrouvent en centre-ville avec les niveaux de service du centre-ville, et ça permet finalement une différenciation de la part modale des accès au quartier. Et ces différents éléments nous permettent d'anticiper l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Sur ce sujet, Pierre Urmic souhaite réagir. Je vous en prie. Oui, je veux bien compléter la réponse qui vient d'être donnée pour dire que déjà, c'est l'un des quartiers de Bordeaux les mieux desservis en transport collectif. Vous avez quand même le train, le tramway, les bus et la place de la voiture. Il faut bien qu'on se mette en tête l'idée que toutes les villes actuellement sont en train de réduire la place. Toutes les villes sont en train de réduire la place de la voiture. Accorder trop de place aujourd'hui dans des nouveaux quartiers à la voiture, c'est incontestablement prendre le risque d'accroître encore le trafic routier. Le parti pris de tous les nouveaux quartiers, de toutes les grandes villes de France, d'Europe et du monde consiste aujourd'hui à réduire la place de la voiture à condition d'offrir de réelles alternatives. Et le vélo est une alternative sérieuse. Quand vous donnez aux gens la possibilité de circuler à vélo sur des itinéraires sûrs et sécurisés, vous avez plus de chances de faire en sorte qu'ils abandonnent la pratique de la voiture individuelle. Et en plus, quand on parle de pratique de la voiture, il n'est pas question d'éliminer la pratique de la voiture, mais il est question de mutualiser le plus possible la voiture, c'est-à-dire de favoriser l'autopartage. Il est évident que dans des quartiers modernes comme celui-là, de gros efforts seront faits en faveur de la promotion des mobilités douces et de l'autopartage. Gabriel, vous souhaitez compléter? Juste un chiffre par rapport à ce que vient de dire Monsieur le maire. Nous, ce qui nous frappe le matin quand on arrive au travail,
on voit l'arrivée des voitures au niveau de l'échangeur autoroutier qui arrive sur les quais de Bordeaux. Quand on est au feu rouge, on regarde les voitures passer. Sur 10 voitures, il y en a à peu près 9 où il y a une seule personne dedans. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour faire des calculs. Si on passe à ne serait-ce que 2 personnes par voiture, le délestage qu'on peut escompter. Voilà. Juste une petite anecdote. Alors, pour compléter peut-être la question précédente, une question de Stéphane qui la pose comme ça. Combien d'usagers prévoyez-vous? Il entend par usagers nouveaux habitants, nouveaux employés. Donc, Alors, sur le périmètre dont on parle ce soir, sur la ZAC Saint-Jean-Belsier, les 7 quartiers qu'on a présentés, on est dans des projections de l'ordre de 13 000 nouveaux habitants, 20 000 nouveaux employés. C'est à peu près les ordres de grandeur. une question de Bernard, où en sommes-nous sur la venue de nouvelles sociétés, et notamment la question de l'emploi sur le territoire, dans le périmètre de l'EPA, en avance, en retard, par rapport aux prévisions initiales que vous aviez imaginées? Les bonnes nouvelles sont assez rares en ce moment, donc j'ai le plaisir de vous dire qu'on est plutôt en avance. On a noué des partenariats avec l'INSEE et l'URSSAF qui nous permettent d'avoir des données régulièrement actualisées, fiables. Aujourd'hui, on a à peu près 7000 emplois localisés sur l'opération, avec des locomotives, des emblèmes. Alors permettez-moi de franchir le boulevard Jean-Jacques Bosque, mais la cité numérique à Bègles est un de ces porte-avions. Donc on est plutôt en avance. Voilà, je réponds avec un chiffre et succinctement, mais plutôt en avance avec des chiffres très 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 bons. Je vous propose de passer à la deuxième partie de notre séquence, et donc tout de suite d'intervenir pour que vous puissiez nous raconter de manière plus précise, nous expliquer de manière plus précise chacun des secteurs de projet, de manière à zoomer plus encore sur ce projet. Donc Joël, je vous laisse la parole. Merci. Donc l'objectif de la concertation, ça a été exposé au début, il est double. D'une part, vous informer sur la mise à jour de la ZAC, c'est ce qu'on vient de faire pendant de longues minutes, et donc de faire un point d'étape, et d'autre part d'amorcer les échanges qui vont s'écouler sur une durée longue sur des secteurs de projets qui sont en train d'évoluer et sur lesquels il est important de se poser pour déterminer ensemble les orientations à mettre en œuvre dans ces secteurs-là. Aujourd'hui, par rapport au projet initial, nous avons identifié 3 grands secteurs qui sont susceptibles d'évoluer dans les prochaines années et donc sur lesquels nous proposons de les ouvrir à la concertation pour déterminer ensemble les grandes modalités d'aménagement. Ces 3 secteurs, on peut les répartir comme suit. Il y a 2 secteurs qui sont en fait des propriétés de la SNCF aujourd'hui, qui sont les secteurs Amédée-Saint-Germain Nord et Sud. Je les localiserai sur une carte juste après. Et un secteur qu'on appelle Gâtebourse-Léon-Paillère, qui est en fait au sud du futur Jardin de l'Ars, à côté de la rue Léon-Paillère. Et le 3e secteur, qui lui est propriété de Bordeaux Métropole, qui est le marché d'intérêt national, sur lequel il y a un projet qui est en cours d'émergence et sur lequel il y a des orientations à poser. Si je les localise, donc les quartiers Amédée Nord et Sud, assez logiquement, ils se situent le long de la rue Amédée-Saint-Germain et de part et d'autre du quartier Amédée Centre qui est actuellement en travaux. Et ils ont vocation donc à s'inscrire dans la continuité des aménagements. Je vais y revenir tout de suite après. Le marché d'intérêt national, c'est une emprise que tout le monde peut connaître, à repérer, même si peu de monde sont rentrés à l'intérieur, et qui donc se situe le long des voies sur berge et qui occupe une surface relativement importante. Et donc la dernière étoile, c'est le secteur Gâtebourse-Léon-Paillère, donc qui est situé en limite de ZAC à côté du boulevard Jean-Jacques Bosque. Pour aller plus dans le détail, sur le quartier Amédée-Saint-Germain. D'abord un petit historique. Lors du projet initialisé en 2012, il y a eu une esquisse de projet sur l'ensemble du périmètre Amédée-Saint-Germain, mais avec quand même 2 temporalités qui étaient identifiées, qui correspondaient en fait aux 2 types de propriétés sur ce secteur-là. Le secteur central était alors propriété de l'EPA, et donc il était prévu de le faire muter assez rapidement. Et sur les 2 autres parties, le nord et le sud dont on va parler ensuite, il y a eu une esquisse de projet, mais qui n'a pas été très approfondie parce qu'il n'était pas prévu à ce moment-là par la SNCF de les faire évoluer tout de suite. Lors d'étapes de concertation sur ce secteur-là en 2014, 2015 et 2016, il y a eu de nombreuses contributions écrites des riverains qui ont permis
de lancer une reprise du projet. Cette reprise du projet, elle a notamment occasionné côté de l'EPA un changement d'urbaniste pour permettre en fait de faire notablement évoluer le projet. Et plusieurs éléments structurants ont été retenus sur Amédée Centre. Je vais les détailler parce qu'ils vont être potentiellement importants pour les deux autres parties de ce secteur-là qui sont à venir prochainement. Le premier point, c'est un renforcement des espaces verts et des espaces piétons au cœur du quartier. Et ces espaces-là, ils vont être adossés à un patrimoine ferroviaire qui est préservé, qui est réhabilité, qui trouve des nouveaux usages, avec comme point d'orgue les citernes d'Amédée, qui sont un patrimoine architectural assez étonnant et qui vont être préservés et mis au cœur de la place centrale de ce secteur-là. Autre élément important, c'est la création de perspectives, de traversées du quartier, plutôt dans le sens le plus étroit, mais pour se connecter au quartier du Sacré-Cœur qui est voisin. L'idée étant que le quartier Amédée, il n'a pas vocation à être autonome, il a aussi vocation à élargir le quartier du Sacré-Cœur qui est voisin. Donc si je reprends une partie schématique, donc là vous voyez en gris les deux secteurs qui sont propriété de la SNCF, qu'on inscrit aujourd'hui à l'ordre du jour de la concertation, et qui donc viennent se placer en continuité du secteur central, qui comprend donc un grand mail piéton, qui est orienté dans le sens, avec en perspective la verrière de la gare, qui est quand même un point central sur lequel il est intéressant de faire converger les points de vue qu'on est dans ce quartier-là, surtout depuis qu'elle a été réhabilitée. Les enjeux qu'on vous propose de poser sur ce quartier-là et qu'on pourra compléter en fonction de vos contributions dans toute cette première phase cette semaine et les semaines à venir, c'est d'une part de réfléchir sur les espaces verts qu'on met sur ce quartier-là, quelle taille, quelle forme, ce qui va aussi poser la question de quelle forme des bâtiments, comment sont intégrées les parties privatives des îlots par rapport aux espaces publics. La question centrale aussi liée à ces espaces verts, c'est quels sont les équipements qu'on prévoit. Alors ça va faire aussi écho peut-être aux besoins, aux lacunes identifiées dans le quartier Sacré-Cœur aujourd'hui, mais est-ce qu'on propose un city-stat? Si oui, comment? Sur quelle emprise? Comment aussi il va pouvoir s'articuler avec les logements qui sont prévus dans ce secteur-là? La question cruciale pour nous de la jonction directe entre le quartier Amédée-Saint-Germain et la gare, avec un petit détail qui est aujourd'hui, pour rejoindre directement la gare depuis le quartier Amédée-Saint-Germain, il faut passer sous le pont du Guy. Et en fait, il faut traverser la raquette de retournement des bus de la TBM. Et donc, il y a une vraie question de réorganisation globale des circulations de bus dans ce quartier-là pour permettre une jonction piéton-vélo sans passer par le pont du Guy et la rue Charles-Lemaire qui sont très étroites et qui seront très difficiles à réaménager pour permettre aux vélos notamment de passer facilement vers la gare. On va également se poser la question de comment dupliquer, comment étendre les connexions plutôt en transversale entre le quartier Amédée et la rue Amédée-Saint-Germain. Et comment et à quelle échelle poursuivre l'élargissement de la rue Amédée-Saint-Germain côté EPA qui a été initié via Amédée Centre. La question, enfin, les deux autres questions prégnantes. Comment continuer à préserver le patrimoine ferroviaire, qui est très important sur Amédée Nord, avec notamment le siège de la direction régionale de la SNCF, et qui est aussi important sur la partie sud, avec notamment ce qui est actuellement la cantine de la SNCF. Et enfin, dernière question qui nous semble importante d'ouvrir à la concertation, c'est la question des logements sociaux. Aujourd'hui, si on prend un périmètre élargi qui inclut le quartier du Sacré-Cœur, on a une carence en logements sociaux. On est sur un des quartiers les moins dotés en logements sociaux. Et donc la question, c'est quelle offre on permet sur Amédée Nord et Amédée Sud, en plus d'Amédée Centre, pour quelque part équilibrer un peu l'offre de logement et permettre à des ménages moins aisés d'habiter dans le quartier. Deuxième secteur, le secteur Gadebourg-Lampaillère, donc qui est toujours une propriété de la SNCF. En 2013, il n'y avait pas de projet défini sur ce quartier-là. Il y avait 3 éléments importants qui étaient quand même notés dans le projet de RRA de 2013. Le premier, c'est l'intérêt de la halte Gadebourg, qu'on voit très très bien sur la photo en vue aérienne, qui est en fait des ateliers de la SNCF. Le deuxième élément d'intérêt, c'est le bois de Gadebourg, qu'on voit aussi sur la photo, qui est aujourd'hui dans un état relativement dégradé, qui est très confidentiel, parce que c'est quasiment impossible d'y accéder. En plus, c'est une propriété privée, mais qui a un vrai intérêt, parce que des espaces boisés de cette taille-là existant dans le quartier, il n'y en a pas énormément. Et le troisième élément qui était noté, même s'il n'avait pas fait l'objet forcément d'orientation très précise, c'était la nécessité de connecter le jardin de Lars à la fois à la place d'Armagnac, mais aussi au quartier Calvernet et de l'autre côté du boulevard à Bègle, parce que le boulevard Jean-Jacques Box, pour les gens qui habitent dans le coin, ça ne doit pas être une barrière étanche entre les quartiers.
Donc à terme, le quartier tel qu'il est préfiguré, il devrait comporter 8 hectares d'espace vert si on arrive à connecter le jardin de Lars au bois de Gadebourse. Ce qui est prévu, projeté par le PA aujourd'hui, c'est de planter au total 1700 arbres et arbustes sur l'ensemble du secteur, ce qui va permettre en fait de complètement renverser l'équilibre par rapport à ce qu'il y avait en 2012. Donc, comme l'a évoqué Gabriel tout à l'heure, en 2012, le secteur de l'art, c'était un des 3 plus gros points chauds de la métropole. En fait, il était couvert entièrement de parkings bitume, de béton et de hangars en tôle qui retenaient la chaleur. Donc, en fait, en plantant des centaines d'arbres, on va permettre de créer un îlot de fraîcheur qui va permettre en fait de renverser totalement l'optique sur ce quartier-là. Donc, les enjeux sur ce quartier vont être de 3 types. Je vais enchaîner par le dernier, c'est le plus logique par rapport à ce que je viens de dire, les espaces verts. Comment connecter les futurs espaces verts de la deuxième séquence avec le jardin de Lars? Quelle continuité offrir aux piétons, aux vélos et même aux espèces naturelles entre le jardin de Lars et les quartiers environnants? Et les 2 autres enjeux vont être liés en fait aux constructions existantes de ce secteur-là. L'idée, c'est pas de les nier, c'est de voir comment elles peuvent être intégrées au projet et à quelles conditions. Donc, j'ai cité la halle Gadebourse, qui est un patrimoine sur lequel l'intérêt paraît évident, mais la question c'est comment le conserver, quel usage projeter pour cette halle-là, et la question de l'habitat social existant sur ce quartier-là, notamment le long du boulevard, qui est partiellement dégradé, et la question va se poser de quelles sont les conditions de sa rénovation et du maintien de cet habitat dans ce secteur-là. Dernier secteur de projet avant d'ouvrir la deuxième séquence de questions, le marché d'intérêt national. Le projet de 2013 ne prévoyait pas de projet défini, mais les collectivités avaient demandé à l'EPA lors de sa création de conserver le marché d'intérêt national sur son emprise actuelle. Le seul élément de projet qu'il y avait en 2013, c'était de prévoir un bâtiment au sud du marché d'intérêt national pour en fait clore la place d'Armagnac. Donc ça, c'est un élément de projet qui n'est pas remis en cause et dont on vous propose de pas spécialement l'aborder dans cette phase de concertation, même si on pourra éventuellement réfléchir sur sa programmation. Donc en 2020, les principes, c'est que les acteurs publics sont relativement d'accord pour dire que c'est un site indispensable pour la logistique de la métropole, notamment pour la logistique alimentaire. La métropole bordelaise est importante et il est nécessaire de conserver un site pour éviter d'avoir la circulation de poids lourds pour desservir les magasins en centre-ville. Donc il y a besoin d'un lieu pour répartir ces denrées alimentaires. Dans le même ordre d'idée, il y a des besoins qui sont identifiés à l'échelle de l'ensemble de la métropole sur la logistique du dernier kilomètre. Alors la logistique du dernier kilomètre, très concrètement, c'est ce que beaucoup de gens ont dû utiliser pendant le confinement. C'est comment faire en sorte que les camions avec des colis puissent arriver dans des lieux pour après pouvoir partir avec des véhicules plus légers pour aller desservir les différentes habitations. Autre question cruciale sur le mine, comment faire évoluer cette emprise-là avec le bâti qui évolue tout autour? Notamment, le marché d'intérêt national est bordé par la rue des Maraîchers, sur laquelle il y a un certain nombre d'habitations qui ont été construites. Et donc, logiquement, pour éviter à terme des conflits d'usage entre des activités plutôt nocturnes sur le mine et des habitations, il faut se poser la question de comment faire évoluer le site pour faciliter la cohabitation entre les différentes activités. Et donc, ce qui est proposé par l'EPA, c'est d'inscrire la concertation dans la continuité de l'appel à idées lancé par la métropole pour permettre l'émergence de projets et la concrétisation d'orientation sur ce secteur-là. Donc les enjeux, ils ne vont pas être révolutionnaires par rapport à ce que je viens de dire. C'est comment faire évoluer les fonctions du mine et sa morphologie par rapport aux enjeux du futur. Comment inscrire le mine dans son environnement et comment l'ouvrir sur la ville. Et plus largement, quelle est la place de la logistique urbaine dans la ZAC Saint-Jean-Belsier? Merci de toutes ces précisions. On aborde la deuxième séquence de questions, et donc plus spécialisée, même si celle-ci est un peu plus large. Quelles sont les règles d'aménagement fixées par l'EPA, ou la mairie, ou la métropole, concernant les aménageurs privés, les opérateurs privés, sur le secteur dont on parle, donc Amédée-Saint-Germain, ou le secteur du mine? Alors, sur ce point-là, il y a un élément qui est intégré dans la question qui est fondamental. La plupart, les secteurs qui sont proposés à la concertation sont des secteurs qui appartiennent à des
grands propriétaires fonciers très particuliers, la SNCF et le mine, qui disposent de règles de domanialité dont eux seuls maîtrisent l'avenir. Nous, en tant qu'EPA, on n'a pas la puissance publique pour forcer la mutation de ces terrains. Et donc, il est essentiel, à travers le processus de concertation qui s'ouvre, de permettre à ces opérateurs de rentrer dans une logique aussi de valorisation de leur terrain pour pouvoir amener à cette mutation et à cette transformation des friches. Et donc, tout l'enjeu de cette concertation, ça va être au moyen des échanges, au moyen des confrontations d'idées entre ces propriétaires fonciers, la population, la ville, nous, d'essayer de co-construire l'acceptabilité d'un projet. Acceptabilité pour les riverains, place des espaces verts, typologie des immeubles, équipements qui vont avec, acceptabilité du propriétaire foncier, il faut qu'il s'y retrouve financièrement pour pouvoir faire, acceptabilité de la mairie et des puissances publiques pour faire. Et nous, en tant qu'établissement public, on va essayer de faire remonter de cette concertation ces fameuses règles. Donc moi, aujourd'hui, les règles, je ne les ai pas, puisque ça sera le fruit de la concertation avec les habitants, mais aussi avec la SNCF, aussi avec les acteurs économiques du mine, de construire finalement un projet. Un projet urbain, ça prend du temps, c'est un partage entre partenaires et qui vise à trouver un équilibre. C'est ça qu'on va chercher à faire à travers la concertation. Alors de manière précise, Pierre nous pose la question, quels sont les services et équipements proposés sur le quartier Amédée-Saint-Germain et en particulier dans le domaine sportif et notamment sur les salles multisports? Alors, sur la question en particulier de l'ASPOM, très concrètement, l'ASPOM ne fait pas partie du secteur d'études, du périmètre d'études et même de l'ASAC, puisque le périmètre Amédée Sud va s'intégrer au sein de la voirie nouvelle, de la rampe que l'on est en train de créer actuellement, qui va longer les voies ferrées, et l'ASPOM est juste de l'autre côté. Cependant, l'ASPOM, c'est un lieu important dans le quartier. C'est certes un établissement des salariés de la SNCF, mais qui est ouvert aux habitants du quartier. Je crois qu'il y a plus de 200 enfants ou 200 membres du dojo de l'ASPOM qui habitent le quartier. Et donc, par rapport à ça, nous, on a d'ores et déjà dit, en amont de la concertation à la SNCF, qu'il faudra réfléchir en même temps qu'à la réflexion sur Amédée Sud à comment on fait pour améliorer la situation de l'ASPOM. Le bâtiment est un beau bâtiment, art déco, mais pas en très bon état. Il y a certainement des capacités d'extension. Et c'est pour répondre à des besoins futurs, il y a certainement des capacités de meilleure ouverture sur le quartier. Et c'est ces éléments-là qu'il va falloir discuter au cours de la concertation. De la même façon, sur les autres besoins qu'on pourrait intégrer dans le futur quartier, en particulier des city-stades, des lieux ouverts, puisqu'il y en a très peu dans le quartier du Sacré-Cœur, discutons-en. En fonction de la proportion entre espace vide et espace bâti, on va bien pouvoir trouver des solutions pour intégrer dans l'espace vide des usages. Alors, est-ce que c'est un terrain de basket, un truc d'haltérophilie ou je ne sais trop quoi? Ça, c'est la concertation qui le dira et la remontée de ceux qui en ont besoin qui le diront. Mais en tout cas, faisons en sorte d'être en capacité d'accompagner cela dans un projet global. Je vous en prie. C'est tout le but de cette concertation, de voir comment ensemble on peut organiser les vides sur lesquels certains équipements sont prioritaires. Et je trouve ça bien que cette priorisation soit issue de la concertation. C'est en tout cas l'un des buts qu'il y est assigné. Et donc du coup, on a eu un témoignage de la part de Carlos qui est plus une manière de réagir qu'une question. Cette densification avec des logements et bureaux vont accroître l'îlot de chaleur qui est le plus chaud à l'heure actuelle. Donc un parc sur Amédée-Saint-Germain est non seulement vital pour les habitants, mais également pour nos enfants qui n'ont rien à l'heure actuelle, les habitants du quartier. Il fera du lien entre les nouveaux habitants existants et les existants, et cela valorisera le foncier sur Amédée-Centre. Une réaction sur ce témoignage qui est plutôt courtois? Oui, c'est plus que courtois, c'est logique ce qui est dit. Toute la logique de la mise en œuvre de nos quartiers, de la conception de nos quartiers, c'est de trouver un équilibre entre des programmations, une mixité de ces programmations, des habitants, des bureaux et des services. Les services, c'est des espaces publics, c'est des équipements et autres. Faire un quartier où il n'y a que des immeubles, ça ne fonctionne pas. Faire un quartier où il n'y a que des parcs,
ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait cette mixité d'usage. Et par rapport à la question de l'îlot de chaleur, et je crois que la démonstration qui a été faite tout à l'heure sur le jardin de Lars, elle est assez démonstrative. On part de friches entièrement bétonnées, ballastées, bitumées, super chaudes. Le fait de venir mettre en œuvre des quartiers qui présentent à la fois des nouvelles constructions et des espaces verts permet de mettre en œuvre cette je ne sais pas si on dit temporisation, mais en tout cas de mettre en œuvre un système tempéré. Ce n'est pas mettre que des immeubles ou mettre que des parcs. Il faut trouver cet équilibre. Yann nous pose 2 questions. Avez-vous prévu de créer une gare routière près de la gare? Première question. Et celle de facto près du château d'Escas est censée disparaître. Donc la question c'est quand est-ce que c'est prévu et quand est-ce qu'est prévu le réaménagement du cours de la Marne? Alors, sur la deuxième question, ce n'est pas à nous de répondre puisqu'on est en dehors du périmètre de l'OIN et je ne peux pas me permettre de répondre à la place de la mairie ou de la métropole. J'en ai pas la prérogative. Sur la première question, qui est celle de la gare routière, actuellement, effectivement, il y a un ancien parking qui est utilisé pour faire une gare Macron. Nous avons d'ores et déjà mis en œuvre un certain nombre de nouveaux emplacements de bus, en particulier rue des Terres de Bordes, pour répondre à ce transfert de la gare. Et actuellement est étudiée une possibilité de gare routière sur un terrain près de la gare, mais pour l'instant, on est dans des études amont qui n'ont pas encore été validées. En tout cas, c'est une question qui est en cours, avec des dispositions d'ores et déjà sur l'espace public, rue des Terres de Bordes, d'autres emplacements qui vont être aménagés dans les tout prochains aménagements, en particulier vers le parc-cube du quai de Paludat, et puis une gare routière au sens noble du terme, un peu monumentale, qui elle est à l'étude, mais qui ne fait pas l'objet de validation pour le moment. Pierre Humic. Un mot pour l'aménagement du cours de la Marne. Effectivement, c'est en dehors du périmètre. Ça avait été prévu. Je pense que le dossier s'était un peu endormi. Et récemment, moi, je viens de relancer les travaux auxquels va participer aussi notre opérateur Incité, un des opérateurs, un des promoteurs également de Atlantique va également participer à nous aider pour cette rénovation. Je pense qu'elle est effectivement urgente. La question est tout à fait pertinente. Je regrette de ne pas pouvoir donner de date, mais sachez qu'on a vraiment le souci de faire en sorte que ça démarre le plus rapidement possible. Question précise sur des commerces et notamment des boulangeries. Il y a une intention particulière. Sont-ils en projet? Et puis, pour revenir sur le jardin de Lars, qui est ce centre névralgique, quand est-ce que les travaux seront terminés? Alors, sur la question des commerces, on a mis en place une stratégie commerciale qui repose pour partie sur la mise en place de pôles commerciaux de proximité, c'est-à-dire des petites places, à l'image des places du village, autour desquelles on trouvera 10, 15, 20, 30 commerces de proximité, la petite supérette, et puis tout ce qui fait le commerce de proximité, la boulangerie, le marchand de journaux, le boucher, et ainsi de suite. Pour mettre en œuvre ces projets, d'une part, ce n'est pas en faire partout, parce que sinon, ils ne vivraient pas. Donc, on a quelques points comme ça, aménagés sur le plan autour de ces espaces publics qu'on aménage aussi en fonction, par exemple autour de la place d'Armagnac, autour de la place des Citernes sur le quartier Amédée, où on prévoit aussi d'ailleurs dans les aménagements la possibilité de faire des marchés forains, que la ville aura le choix d'implanter ou pas ensuite. Et on met en place des politiques d'accompagnement, de maîtrise des rez-de-chaussée commerciaux par des investisseurs uniques qui permettent aussi de garantir des loyers qui permettront la venue de ces différents commerces. Donc oui, il y aura demain pas une boulangerie, mais des boulangeries, une par quartier, mais pas que ça, l'ensemble des commerces de proximité qui font la vie de quartier, quoi, puisque derrière ce que l'on essaie de dire, on ne parle pas que de construction, d'aménagement d'espaces publics. Tout ça, c'est pour mettre en vie nos quartiers et que les futurs habitants, les futurs utilisateurs s'y retrouvent et trouvent le niveau de service qui est attendu. Et sur le jardin d'Ars? Alors sur le jardin d'Ars, donc les travaux sont lancés, ils sont lancés depuis le mois de septembre. Pour ceux qui sont allés sur place, c'est assez conséquent. Il y a des terrassements extrêmement importants qui visent à mettre en sécurité d'ailleurs hydrauliquement ce secteur. Et il va être livré par séquence, par tranche. Il y a de mémoire à peu près 3 tranches, dont la première devrait être livrée d'ici une grosse année. Et donc on a
aussi une question sur les dates de démarrage et de durée des chantiers. Donc pour le parc d'Escas et les réaménagements des berges entre le pont Simone-Veil et le pont Saint-Jean. Alors, le parc d'Escas et le réaménagement des berges, en fait, pour nous, c'est l'ensemble, c'est un ensemble d'un seul et même projet continu de réaménagement des berges de Garonne. Ce réaménagement va être séquencé en 3 temps. Le premier va commencer, en fait, on a signé et on est en train de notifier les marchés des entreprises pour que la première tranche commence d'ici le mois de juin, avec des premiers travaux structurants durant l'été. Cette première tranche qui va aller du pont Saint-Jean à la rue de la Séglière, donc va permettre d'ouvrir le quartier de la Méca, de la Caisse d'épargne, de l'hôtel Hilton, jusqu'au bord de la Garonne, donc avec une redéfinition complète de ce tronçon d'autoroute. Il y aura une deuxième séquence qui interviendra après, qui ira de la rue de la Séglière au pont Simone-Veil. Et puis, nous avons pris l'engagement d'accélérer la réalisation du parc d'Escas pour que celui-ci soit livré d'ici à 2025. Et donc, assez logiquement, une question sur la concertation liée aux travaux et transformations du boulevard des Frères Moga, notamment sur les impacts qu'on peut supposer de circulation pour les habitants du vieux Belsier. Alors, sur la façon dont a été conçu le projet de transformation des berges, enfin surtout de la voirie autoroutière à transformer en berges apaisées et arborées, un principe de base a été mis en œuvre, c'est la conservation permanente de 2 fois 2 voies de circulation. 2 voies dans un sens entrant, 2 voies dans un sens sortant, qui est quasiment la situation actuelle. Donc en gardant en permanence et en tout état de cause ces deux voies, on facilite le système de circulation. Ensuite, le phasage des travaux a été conçu pour s'appuyer sur la surlargeur en réalité de cet espace, puisqu'aujourd'hui la voie sur berge fait une vingtaine de mètres de large, mais le réaménagement s'étend entre 50 et 100 mètres de large. Et donc nous aurons l'occasion de d'abord construire une nouvelle voie sur les friches, pour ensuite aller démolir, retraiter l'autoroute existante, et donc permettre ainsi une continuité du service de circulation et donc limiter les nuisances pour les riverains, mais aussi tout usager de la métropole. Et évidemment, oui, Gabriel me souffle que nous aurons d'ici à cet été un ensemble d'éléments de communication qui accompagneront et expliqueront aux différents usagers les process et comment ça va se mettre en œuvre réellement. On a une question un petit peu extérieure sur l'accès à la santé au vu de l'afflux du nombre d'habitants nouveaux sur ce quartier. Alors, lié fermeture de Robert Picquet et puis le transfert de la clinique du Tondu. Est-ce que, en termes de santé, le quartier est suffisamment équipé? C'est ce que sous-entend la question. Alors, aujourd'hui, non. Nous sommes des usagers du quartier Belsier, nous travaillons là-bas et je crois qu'on peut dire qu'il est difficile de trouver une offre de soins dans le quartier. Dans la programmation de l'opération, alors sur Euratlantique en général et sur Saint-Jean-Belsier en particulier, et en concertation avec l'ARS, on a identifié un certain nombre de besoins en nombre de praticiens, en nombre d'infirmiers, en nombre de kinésithérapeutes et de moyens de mise en œuvre, de regroupement de ces services et qui nous amène à actuellement travailler, et ça sera l'objet d'un dépôt de PC très prochainement, sur une maison de santé dans le quartier Armagnac qui va regrouper, je crois, entre 80 et 100 praticiens et une autre sur la rive droite. Donc plutôt sur une logique ambulatoire, sachant que ces offres de santé, nous on a un regard, on a nos propres expertises, mais surtout parce qu'on est sur quelque chose d'extrêmement particulier, on s'appuie, on travaille avec l'ARS pour cette définition. On a une question sur les arbres de marque et les arbres adultes existants sur les sites du projet vont-ils être inventariés, repérés, préservés à l'avenir? Et la remarque qu'il suit, c'est jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été le cas. On se rappelle de la disparition des platanes anciens sur Amédée et on constate la réduction progressive du bois de Gadebourse. Alors, sur ce point-là, oui, quand on lance des études d'espace public ou toute autre forme, on fait une étude sur
qu'est-ce qu'il y a comme patrimoine végétal sur place et quel est son état. Et on essaie de faire avec. Je ne dis pas qu'on fait systématiquement et qu'on arrive à préserver tous les arbres. Si je vous le disais, ce serait mentir, mais on essaie au maximum de le faire. Dans les 2 cas particuliers que vous exposez, il y a le cas particulier des arbres sur Gadebourse, qui nous-mêmes nous a un peu choqués, puisque la municipalité avait mis en place un périmètre de bois classé que les services de la SNCF, il faut bien dire, ont progressivement grignoté parce qu'ils étaient tellement enclavés entre eux qu'on a constaté la disparition d'un certain nombre d'arbres. On leur a signifié, on leur a intimé de remettre en état ce bois classé. Sur la partie Amédée, effectivement, il y a 2 ans, 3 ans, nous avons été amenés à abattre quelques platanes le long de la rue Amédée, parce que c'était des platanes qui, dans le diagnostic que nous avions fait, d'une part étaient malades. On a d'ailleurs en témoignage les photos des troncs creux, hein, donc qui allaient tomber progressivement. Et donc sur le fait qu'ils étaient malades, eu égard à la concertation qui avait été mise en œuvre en 2015-2016, nous avons décidé de mettre en œuvre cet abattage. Mais en contrepartie, on a mis aussi en œuvre une politique d'espace public et d'espace vert sur ce quartier Amédée qui a compensé très largement ce système-là. Mais je donne à voir vraiment la notion de diagnostic, la notion de diagnostic quantitatif et la notion de diagnostic qualitatif. Si les arbres sont creux, vont mourir, il faut le reconnaître, il faut faire avec. Gabriel ? Quelques chiffres en complément, puisque les platanes d'Amédée qui étaient dans la cuvette d'Amédée ont été évoquées. On était sur une 12aine d'arbres au total sur Amédée. Rien que sur la partie centrale, on va arriver à 186, un petit peu moins de 200. Et surtout, il y a une évolution majeure dans le projet, c'est que l'élargissement en fait, du trottoir de la rue Amédée, côté ancien domaine ferroviaire, va permettre de planter des arbres au niveau de la rue, ce qui n'existait pas en fait, dans l'histoire du site. Donc on n'aura pas seulement des arbres dans la cuvette dite d'Amédée, mais aussi le long du trottoir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va permettre, on le pense, de contribuer à donner un environnement qui soit plus propice à la réduction des vitesses automobiles sur cette rue, ce qui est en fait une rampe d'accélération actuellement depuis la gare. Donc de vraiment lui donner un caractère urbain qui contribue à ces changements de pratique. Donc voilà, quelques repères, y compris arithmétiques. Une remarque de Pauline qui écrit « Dans le quartier Sacré-Cœur Amédée, les élèves du groupe scolaire Fieffé-Franquin ne peuvent pas pratiquer les activités sportives de plein air prévues dans les programmes scolaires, faute d'espace adapté. Comment résoudre et répondre à ce manquement qu'elle qualifie d'inacceptable ?» Alors, je suis gêné pour répondre à cette question puisque l'école Fieffé-Franquin ne fait pas partie du périmètre de l'OIN et il m'est difficile de répondre sur le patrimoine de la ville de Bordeaux. Une autre question. Concernant le passage Billaudel, vous parlez d'espaces verts, mais on voit surtout dans le projet urbain des espaces imperméabilisés. Peut-on imaginer davantage de verdure ? Et donc il y a des propositions qui sont faites, des balades piétonnes, paysagères sur la dalle végétale, des forêts urbaines ou des jardins partagés. C'est une question de Stéphane. Alors, le passage Billaudel, c'est le passage qui va permettre d'aller de la rue Amédée dans le mail central d'Amédée. Il faut avoir en tête que ce passage, il va être sur le parking public qui va alimenter ce quartier. Et c'est un passage qui est en dénivelé, qui est en pente. Il y a à peu près 4-5 mètres de dénivelé, donc c'est un espèce de très grand gradin. Donc d'imaginer sur une dalle de parking, dans un grand escalier, de créer une forêt, c'est un peu compliqué. Malgré tout, et on avait bien noté nous aussi, et dans des échanges avec la population, qu'il fallait végétaliser ce grand escalier. Et donc il y a un certain nombre d'arbres, un certain nombre de rampantes qui ont été intégrés pour pouvoir accéder plus facilement au cœur du mail central d'Amédée, 40-45 mètres de large, avec parfois quelques bâtiments patrimoniaux, mais qui, lui, est en pleine terre et où nous avons concentré la plantation et la végétalisation. Et une question de Tristan sur le mine. Ne craignez-vous pas de créer une coupure urbaine au sein de ce quartier en conservant le mine à l'état où il est ou le lieu dans lequel il est actuellement ? Le mine, c'est une fonction fondamentale de la ville. On l'a évoqué, sans logistique, sans pôle de logistique urbaine au centre de la ville,
on risque de se couper de difficultés majeures. C'est un petit peu comme si on enlevait le foie ou un rein dans le corps humain. Donc il faut pouvoir faire avec et vivre avec. Un des enjeux que nous avons, c'est comment, dans les réaménagements et comment, dans la logique d'accompagnement de cette activité, on accompagne cette activité pour que celle-ci soit mieux intégrée à la ville. En particulier, il y a un certain nombre d'abords du mine qui peuvent certainement être mieux aménagés, construits, plantés ou autres. Et c'est un des objets de la concertation, de voir comment, tout en favorisant le développement économique et le développement de l'offre de logistique sur ce périmètre, on arrive à mieux l'intégrer dans la ville, tout en jouant avec sa réalité de pôle logistique. On a une question de Christopher très précise. Par rapport au futur quartier attenant côté ouest à la parcelle Hyperion, quel planning prévisionnel? Et la deuxième question, c'est est-ce que certains secteurs prévus à l'origine pourraient être abandonnés? Alors, en termes de programmation, j'imagine. Je suis désolé, mais ma difficulté, c'est que j'ai du mal à situer le nord du sud, et donc encore plus l'ouest. Donc je pense qu'on parle du quartier Armagnac. Donc le quartier Armagnac, c'est le quartier que nous avons prévu de programmer et de construire entièrement en bois. Actuellement, nous avons acquis ces terrains, nous les avons démolis, préparés, dépollués. Les voiries sont en cours d'aménagement. Les premiers permis de construire d'ailleurs viennent d'être attribués. Et donc ce quartier sera entièrement réalisé d'ici 3 à 4 ans. Donc on est pleinement dans la mise en œuvre de ce quartier. Par ailleurs, à ce jour, non, aucun quartier n'a prévu d'être abandonné. On est dans un processus qui est long. On a une gouvernance qui est stable et qui nous permet justement de travailler à long terme sur la mise en œuvre de ces quartiers quand ils sont contractualisés. Gabriel ? Oui, moi aussi, là, à chaud, j'ai un peu du mal à repérer, mais je pense qu'il parle d'Armagnac. Pour la compréhension de tous, quand on parlait du pôle santé tout à l'heure, il est dans ce quartier. Et sur les diapos que vous avez vus tout à l'heure aussi, on a un espace vert central d'environ 1,5 hectare, Alexandre, c'est ça ? Oui, un peu plus. Oui. Quasiment 2 hectares, qui va être créé en fait, au centre de cet aménagement. Et l'école donnera aussi sur ce parc. Donc voilà, quelques repères pour les personnes qui nous suivent en direct. Une question de Bernard sur les espaces verts. Dans tous les espaces verts, y aura-t-il des espaces disponibles pour la création de jardins partagés, de fermes urbaines, si ces demandes sont formulées, faites par les habitants? Alors, je distingue les espaces verts qui sont déjà conçus en cours de réalisation de ceux qui restent à définir. Dans ceux qui ont été conçus et en cours de réalisation, en fait, des programmations de ces espaces verts ont déjà fait l'objet d'arbitrage entre des demandes de jardins partagés, des demandes de city-stades, des demandes d'aires de jeu pour enfants. Il a fallu faire du tri parce qu'on n'arrive pas à tout rentrer dans ces différentes demandes. Et une certaine répartition a été mise en œuvre, permettant la mise en œuvre de jardins partagés. C'est le cas, par exemple, sur le jardin Brascassa. C'est le cas, par exemple, sur le jardin d'Escasse. Et d'autres où nous avons mis en place des aires de jeu pour enfants ou des city-stades. Sur les espaces verts qui restent à programmer, ça sera le cas sur les secteurs en cours de développement, c'est un sujet qui est ouvert à la concertation. Quel choix fait-on ? On ne peut pas tout avoir. Quel choix fait-on? Quel est le meilleur choix? Et c'est l'objet de la concertation. J'ajouterais que l'avantage d'un espace vert, c'est qu'il est évolutif. C'est que même s'il n'y a pas au départ des jardins partagés de prévus, ultérieurement, l'espace vert pourra évoluer en fonction des demandes des habitants. Parce que bon, il faut qu'il y ait un collectif d'habitants qui demande un jardin partagé, tout ça. Je pense que s'il y a une demande forte pour ce type d'évolution de l'espace vert, ça sera parfaitement possible. Oui, je précise ma pensée. C'est-à-dire que j'étais dans la logique du rôle de l'établissement, dans la livraison des espaces verts qu'il va le fournir à la ville, à la métropole, à la collectivité. Une fois que c'est fourni à la métropole, et si la métropole souhaite faire évoluer ce qui a été conçu et mis en œuvre, libre à elle et en concertation, évidemment. On a une question très précise. Ne serait-il pas judicieux pour faire une gare routière de récupérer les anciens bâtiments de la compagnie Omnibus de Bordeaux, rue Saget, Casaubon et des Résignés, plutôt que de faire du secteur Saget un nouveau centre commercial?
Alors là encore, on est sur un projet qui a été contractualisé, qui a fait d'ailleurs l'objet de quelques discussions ces dernières semaines. L'étude que nous menons sur la gare routière n'est pas à cet endroit-là. Elle est plus proche de la gare et surtout plus proche d'un maillage de voiries et de lignes de bus beaucoup plus performant pour la mettre en œuvre. Je pense qu'on arrive au terme de notre propos. Non, une question encore. Bonsoir. Comment les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont-ils été saisis du projet? Premier terme de la question. Et quelle place peuvent-ils avoir, ces acteurs, dans la construction de ce quartier, notamment dans les réponses qu'ils peuvent apporter en termes de services aux riverains? C'est une question d'Hélène, pardon. Tout à fait. C'est une question qui peut être posée dans le cadre des secteurs qui sont en cours de développement. On n'était pas sur ces problématiques spécifiquement jusqu'à présent, même si on a eu un gros travail d'accompagnement, en particulier avec les acteurs associatifs sur le quartier, et le développement, on a des développements de maisons d'association et ainsi de suite. Dans le cas particulier de l'économie sociale et solidaire, si madame est particulièrement intéressée par ça, eh bien, qu'elle soulève ces questions-là dans le cadre de la concertation et dans le cadre d'une discussion qui prend l'ensemble des paramètres d'usage, d'intention, mais aussi économique, on cherchera à monter une solution. Une question d'Antoine sur la question, l'opportunité d'obliger, ou en tout cas de végétaliser les toitures des futurs bâtiments. Cela, précise-t-il, représente une énorme surface. Peut-elle être cumulée proche des surfaces prévues ou d'être plantée au niveau du sol? Donc la question concernant la végétalisation des toitures, est-ce que ça peut devenir une obligation et est-ce que c'est pertinent? Alors, de là à faire une obligation, je ne sais pas, puisque la ville de Bordeaux, c'est un mélange de toitures végétalisées, de toitures plates, de toitures en tuiles. Et je pense qu'il est important de garder cette capacité de mix. La réalité de ce que l'on produit, c'est quand même une très grande majorité de toitures végétalisées et sur lequel le vrai enjeu, c'est à la fois la quantité de végétalisation qu'on peut mettre sur ces toitures, qu'il faut aussi regarder par rapport à certains usages, parce que parfois avoir une terrasse, avoir un rooftop, c'est pas mal, mais aussi la quantité de terre et d'épaisseur de terre qu'on peut mettre pour favoriser différents types de végétaux. Si vous faites une toiture végétalisée avec 10 cm de terre, ce n'est pas du tout la même chose qu'avec 50 ou 100 cm de terre. Vous pouvez faire développer de différents types de végétaux. Donc nous, une de nos préoccupations, et dans l'accompagnement et la régulation qu'on fait des projets, c'est de veiller à ce genre de choses. De là à dire on fige les choses, on oblige ou autre, je pense que ce serait une erreur, puisque la richesse de cette ville, j'en suis convaincu, c'est la mixité de ces différentes toitures. Donc, on arrive au terme de notre réunion de concertation. Je vais peut-être terminer de mon côté, en tout cas avec vous, à remercier l'ensemble des participants et les nombreuses questions qui nous ont été posées. On va donner rendez-vous pour samedi prochain pour la suite de cette concertation. Demander à Alexandre Villatte peut-être de dire quelques mots de conclusion et puis ensuite de donner la parole à Pierre Urmic pour conclure la séquence. Bon, bah écoutez, pour conclure cette séquence, je vais surtout vous donner les prochaines échéances de cette concertation, puisqu'on est dans un process continu. D'ores et déjà, on pourra se retrouver samedi après-midi à l'hôtel Hilton sur le quai de Paludat. Et puis, donc c'est sur inscription à cause des règles de Covid, hein, bien entendu. Et puis, nous aurons une deuxième séquence de temps de concertation qui interviendra à partir de la fin février et début mars, après les vacances scolaires, sous réserve bien entendu des conditions sanitaires et d'état d'urgence. Et si celle-ci venait d'ici là à être modifiée, à être durcie, eh bien nous en tiendrons compte et nous ouvririons une temporalité plus longue pour cette concertation afin de s'assurer qu'elle puisse se tenir, et en particulier lors de réunions en présence physique. Pierre Urmic, monsieur le maire, pardon. Peut-être, oui, une précision qu'on vient de me souffler et qui est une évidence en réalité. La concertation, elle se poursuit en ligne et un certain nombre de questions qui, je crois, n'ont pas pu être adressées au cours de cette séance ont été prises en compte par nos services et on y répondra sur le site internet de façon écrite et dans le cadre du mémoire de concertation.
Je vous en prie. Oui, mais pour conclure, moi je peux que me féliciter quand même de cette réunion, enfin en tout cas la qualité des questions qui ont été posées, la qualité et la précision des questions qui ont été posées par les habitants. Cela étant une concertation, aujourd'hui c'était une réunion d'information un peu générale, un peu généraliste. L'intérêt de la concertation, c'est qu'il va y avoir des ateliers de travail. Et c'est au cours de ces ateliers de travail qu'il faut vraiment que les habitants se mobilisent pour faire des propositions concrètes. Une concertation, c'est non seulement une information, mais c'est surtout une association, cela a été rappelé. Donc je pense qu'il est très important que les habitants se mobilisent pour participer à ces ateliers de travail et pour faire des propositions très concrètes. J'ai entendu parler de SS et d'autres. Hein. Je pense qu'il faut vraiment que tout cela donne lieu à des enrichissements du projet à l'occasion de ces ateliers. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Donc merci à vous tous de votre participation et bonsoir. Merci.